Une cargaison d'or burkinabé, évaluée à des centaines de millions, est stoppée net dans un port européen, sans accident ni procès clair. En coulisses, la pression de Washington transforme ce blocage en avertissement brutal à tout le Sahel, bien plus qu'un simple incident commercial. Alors, que signifie pour chacun cette saisie quand même? Ibrahim Traoré y voit non pas un malentendu, mais une attaque frontale contre la souveraineté africaine. Dans cet instant suspendu, une certitude inconfortable s'impose déjà en silence. Plus rien ne pourra revenir à l'ordre ancien. Ce récit promet de dévoiler non seulement les mécanismes ayant rendu possible la saisie de l'or burkinabé, mais surtout les leviers de pouvoir qui ont transformé un simple convoi en affrontement stratégique. La promesse centrale est claire. Offrir au lecteur une grille de lecture précise, rigoureuse et décantée en 10 à 12 mots, lui permettant de comprendre comment des décisions prises à Washington ou Bruxelles peuvent bouleverser toute une économie sahélienne. Les enjeux dépassent largement la valeur marchande du métal. Ils touchent à la légitimité institutionnelle, à la capacité d'un État à financer ses services essentiels et à la question toujours sensible de savoir qui fixe réellement les règles du commerce international. Dans cette affaire, l'or n'est qu'un prisme. Ce qui se joue, c'est la relation entre dette héritée, instrument de pression moderne, et volonté des nations africaines d'échapper à des décennies de dépendance financière. Et si l'arrêt d'un seul convoi révélait un système bien plus vaste qu'on ne l'imagine. La micro-hook se loge ici. Qu'a-t-on vraiment voulu empêcher en bloquant cet or? Les premiers documents internes transmis aux autorités burkinabées ont révélé un élément passé sous silence. La saisie de la cargaison avait été décidée avant même que le navire ne quitte le port africain, une anticipation qui n'apparaissait dans aucun communiqué officiel. Et plus troublant encore, une note confidentielle mentionnait un seuil de 200 millions présenté comme justification technique, alors qu'aucune procédure européenne ne prévoit une telle limite pour un chargement aurifère déclaré. À partir de ce double dévoilement, le décor s'éclaire. Le rôle de Washington, longtemps supposé mais rarement visible, apparaît désormais comme un engrenage central. Les pressions diplomatiques, les coups de fil de dernière minute et l'argument du risque de non-paiement ont convergé pour faire du convoi burkinabé un signal adressé à tout le Sahel. Dans cette mécanique, Ibrahim Traoré et son gouvernement n'ont pas été traités comme des partenaires souverains, mais comme des débiteurs présumés dont la richesse minérale pouvait être immobilisée à volonté. Le contexte régional, lui, préparait déjà le terrain. Les tensions autour des anciennes dettes, contractées pour certaines sous des régimes disparus, s'entremêlaient avec les nouvelles alliances énergétiques et minières que le Burkina Faso explorait avec l'Inde, les BRICS et plusieurs États du Golfe. À mesure que le pays tentait de réduire sa dépendance au moindre billet libellé en dollars, les institutions financières occidentales multipliaient les avertissements sur les risques systémiques. Parallèlement, les populations du Sahel, déjà fragilisées par les fluctuations des prix des matières premières et les arbitrages fiscaux difficiles, observaient avec lassitude le retour d'un schéma familier, celui où des ressources locales deviennent des leviers de pression internationale. La saisie n'a donc pas été perçue seulement comme un acte douanier, mais comme un rappel brutal que la souveraineté économique restait un chantier inachevé. Cette révélation intermédiaire redéfinit la question centrale. S'agissait-il réellement d'un contrôle technique ou d'une stratégie mûrement réfléchie pour contenir l'émancipation financière d'un État sahélien? Pour comprendre comment la crise s'est matérialisée au quotidien, il faut suivre le regard de ceux qui se trouvent en première ligne. Dans les rues de Ouagadougou, les premières réactions ne provenaient pas des analystes, mais des mineurs eux-mêmes, dont le travail alimente depuis des décennies les recettes nationales. L'un d'eux, interrogé près d'un comptoir de rachat local, décrivait la saisie comme un coup porté à la dignité de ceux qui extraient le métal à la sueur de leur front. Une formule simple mais révélatrice de la profondeur du choc. À l'autre extrémité de la chaîne, une enseignante racontait à la radio communautaire que le blocage du convoi signifiait, pour elle et ses collègues, la perspective d'un budget scolaire encore plus serré. Sa remarque, loin d'être anecdotique, illustrait la manière dont un acte géopolitique lointain se répercute immédiatement sur les services essentiels. C'est dans ce contexte humain dense et anxieux que Ibrahim Traoré apparaît comme fil conducteur. Il n'est pas présenté comme un héros, mais comme la figure à qui convergent les attentes, les plaintes et les craintes.
À mesure que les informations sur l'ingérence étrangère se confirmaient néanmoins, les premiers impacts se multipliaient. Hausse de la défiance envers les créanciers extérieurs, rumeurs sur de possibles restrictions budgétaires et sentiment croissant que le pays ne contrôlait plus totalement sa propre trajectoire économique. Les conseillers du palais présidentiel rapportaient déjà l'afflux de demandes d'explications, de propositions de mobilisation, mais aussi de critiques, preuve que la société civile refusait désormais de rester spectatrice. Le fil rouge devient clair. L'affaire de l'or n'est pas technique, elle est vécue comme un point de bascule. En définitive, le choc révèle un système plus vaste que l'incident lui-même. Dans le récit fourni, la chronologie s'ouvre sur un déclencheur net, la saisie d'un convoi d'or burkinabé dans un port européen. Une décision présentée comme administrative mais décrite, dans l'histoire, comme résultant de pressions extérieures visant à envoyer un signal politique. Cette scène initiale fonctionne comme l'étincelle qui met en mouvement une succession d'événements qui dépassent très vite le simple cadre logistique du transport minier. Dans la narration, ce Quichua prend une dimension particulière lorsque les autorités de Ouagadougou apprennent que le convoi n'a pas été bloqué pour des raisons techniques, mais requalifié comme collatéral d'une dette héritée, inscrivant l'acte dans une logique financière plus large. Ce renversement, toujours dans le cadre fictif du récit, agit comme un premier séisme. Il alimente une onde d'indignation populaire qui se propage des boutiques des mineurs jusqu'aux marchés, aux universités et aux casernes. Les descriptions livrent un climat de rue saturé de slogans, de voix inquiètes, mais aussi d'une détermination nouvelle. La montée en tension, le chaos-trao du schéma narratif, survient lorsque les éléments de contexte circulent comme plusieurs largement. Les mentions de pressions extérieures, l'idée que l'or saisi pourrait servir de garantie aux dettes anciennes et la perception qu'un précédent dangereux vient d'être posé. Dans le récit, Ibrahim Traoré se retrouve alors au centre de l'attention nationale. Les réunions ministérielles se multiplient, les positions divergent entre diplomatie prudente et refus catégorique de laisser l'incident s'imposer comme norme. La narration insiste sur la densité dramatique de ces moments. D'un côté, la crainte de sanctions, de l'autre, la peur plus profonde de céder un terrain symbolique essentiel, celui de la souveraineté économique. Parallèlement, la spirale de mobilisation s'amplifie. Les mineurs décrits dans l'histoire quittent leur site d'extraction pour marcher vers la capitale, portant leurs outils comme signe d'allégeance à la cause. Les étudiants organisent des sit-ins, les enseignants évoquent des budgets menacés et les radios reprennent en boucle des déclarations perçues comme provocatrices. La narration, en s'appuyant sur cette accumulation, rend visible une mécanique sociale où la colère devient ciment collectif. Le basculement, la Duchonne, apparaît lorsque les réactions extérieures, toujours dans le cadre de l'histoire fournie, entraînent de nouvelles frictions. Menaces de restrictions commerciales, révision de contrats, rumeurs de blocage supplémentaires. Ces actions, dans le récit, ne produisent pas l'effet attendu. Au lieu d'instiller la crainte, elles renforcent le sentiment que le pays doit revoir la manière dont il sécurise ses ressources. C'est à ce moment que surgit l'idée d'une réserve aurifère africaine, évoquée d'abord comme hypothèse radicale, puis comme option sérieuse. La narration montre alors une recomposition des alliances régionales, avec Mali et Niger décrits comme des partenaires naturels d'un projet de rupture. À mesure que s'enchaînent ces événements, la figure d'Ibrahim Traoré, dans l'histoire, s'affirme comme point d'ancrage, non pas l'initiateur unique, mais le catalyseur d'un mouvement plus large, né d'une humiliation perçue et transformée en ambition collective. Ainsi, la ligne des événements avance comme un engrenage. Un blocage, une indignation, une polarisation, une recherche d'alternatives. Et dans cette progression, le récit soutient une idée centrale. La saisie n'est pas la fin, mais le début d'une mutation politique et économique aux répercussions régionales. Dans le récit fourni, la situation de départ apparaît clairement. Un convoi d'or, déclaré acheminé selon les procédures ordinaires, quitte le Burkina Faso pour atteindre une destination prévue en Europe. L'écart constaté survient lorsque les conteneurs, au lieu d'être enregistrés comme marchandises à valeur élevée, sont soudainement reclassés, selon l'histoire, comme garantie potentielle d'une dette extérieure, une transformation qui modifie entièrement leur statut. Cette requalification est présentée comme un acte administratif neutre, mais son impact dans la narration est traité comme un choc politique majeur. Cette bascule suggère,
en 10 à 12 mots, une intention dépassant largement la simple conformité douanière. La première donnée chiffrée mise en avant dans l'histoire est la valeur estimée du chargement. Plusieurs centaines de millions de dollars, un montant suffisant pour susciter l'attention des institutions financières évoquées dans la narration. Ce chiffre, répété parmi les manifestants décrits dans le récit, sert d'étalon émotionnel. Si une somme aussi considérable peut être saisie, les acteurs sociaux se demandent ce qu'il adviendrait de cargaisons plus modestes. Dans le récit, le montant ne devient pas seulement valeur économique, mais symbole disproportionné de vulnérabilité. En d'autres termes, le chiffre élevé amplifie la perception d'une prise de contrôle extérieure. La deuxième donnée chiffrée du récit concerne le volume des réactions populaires, des foules décrites comme remplissant les rues, un afflux massif d'étudiants, de mineurs et de travailleurs. Bien que non quantifiée précisément, la narration insiste sur une densité inhabituelle, suggérant un mouvement de plusieurs milliers de personnes. Cette estimation implicite agit comme donnée indirecte. La mobilisation sert d'indicateur social de rupture. En d'autres termes, l'ampleur des foules signale une crise dépassant le simple domaine financier. La troisième donnée chiffrée concerne les dettes héritées, évoquées dans l'histoire comme accumulées depuis plusieurs décennies, drainant plus qu'elles n'avaient jamais apporté. Une formulation narrative qui fonctionne comme ratio. Dans la logique du récit, pour chaque unité d'aide, plusieurs unités d'amortissement pèsent sur les budgets publics. La saisie de l'or est alors présentée dans la narration comme l'illustration concrète de cette asymétrie structurelle. En d'autres termes, le rapport négatif renforce l'idée d'un système déséquilibré et persistant. Ces trois données, valeur du convoi, ampleur des foules, durée et structure des dettes, servent de colonne vertébrale à la mobilisation décrite. Elles permettent de comprendre pourquoi, dans l'histoire, la réaction d'Ibrahim Traoré n'est pas présentée comme impulsive, mais comme articulation d'un sentiment déjà ancien et partagé. Lorsque les conseillers lui annoncent que l'or avait été classifié comme collatéral, les chiffres donnent poids à une intuition politique. La mesure ne change pas seulement le destin d'un chargement, elle incarne une continuité de rapport de force. Dans ce cadre narratif, les preuves quantitatives ne sont pas utilisées pour clore le débat, mais pour montrer comment une décision technique, saisie, reclassification, justification par dette, produit des répercussions sociales mesurables. La narration met en relief un mécanisme où trois données s'alignent. Une valeur très élevée, une foule très large et des dettes très anciennes. Et cet alignement soutient le constat implicite du récit. Les chiffres, dans cette affaire, ne protègent pas la neutralité. Ils révèlent l'ampleur du conflit. Dans le récit fourni, deux lignes d'arguments s'opposent avec netteté, chacune portée par une logique cohérente si l'on accepte les prémices posées par la narration. La première est celle attribuée aux voix extérieures décrites dans l'histoire, selon laquelle la saisie de l'or burkinabé serait une mesure technique inscrite dans la défense du système financier international. Dans cette perspective, les dettes évoquées dans la narration ne seraient pas seulement un héritage du passé, mais un socle indispensable pour garantir la stabilité des échanges. Selon ce raisonnement interne au récit, la requalification du convoi en collatéral agirait comme un mécanisme de précaution destiné à éviter un défaut qui pourrait fragiliser l'architecture monétaire globale. Cette position, dans la logique du récit, se veut structurée, rationnelle et alignée sur une vision centralisée du risque. La deuxième ligne d'argument, présente du côté des acteurs africains, trangle la narration, s'appuie sur une autre cohérence. Les dettes mentionnées seraient issues de conditions imposées, souvent décrites comme asymétriques, et leur poids aurait dépassé ce qu'elles avaient apporté. Selon cette lecture interne au récit, la saisie du convoi ne représenterait pas un garde-fou, mais une ingérence, révélatrice d'un déséquilibre persistant entre institutions créancières et États sahéliens. Les foules décrites dans l'histoire, mineurs, enseignants, étudiants, expriment cette logique. Ce qui est saisi, ce n'est pas seulement du métal, mais la capacité d'un pays à financer l'éducation, la sécurité alimentaire et la santé publique. Dans la cohérence du récit, cette position n'est pas émotionnelle, elle est fondée sur l'observation d'effets sociaux répétés. La réponse argument consolidée, toujours dans le cadre strict du récit, consiste à admettre la force des deux raisonnements avant d'introduire une contre-analyse appuyée sur les données narratives. La requalification du convoi intervient dans un contexte où les États sahéliens, dont le Burkina Faso, cherchaient à diversifier leurs partenariats.
Le récit insiste sur ce moment précis. Les deux arguments ne s'excluent donc pas totalement. Ils s'opposent dans leur finalité, non dans leur logique interne. Ainsi, dans la narration, la tension ne provient pas d'une incohérence des positions, mais d'une collision entre deux conceptions de la souveraineté économique. La bascule survient ici. Dans la narration fournie, le point médian apparaît lorsque la révélation d'un projet plus vaste commence à circuler. L'idée, d'abord murmurée, qu'une réserve aurifère africaine pourrait voir le jour à l'abri des ports européens et des garanties imposées par les créanciers extérieurs. Ce n'est plus seulement une réaction à la saisie, mais un changement d'échelle stratégique. La surprise réside dans la manière dont cette idée, née d'une humiliation perçue dans l'histoire, prend soudain la forme d'une option politique sérieuse. Dans ce contexte narratif, Ibrahim Traoré n'est pas décrit comme initiateur solitaire, mais comme celui qui perçoit que la colère ne demande plus des explications, mais une direction. Les discussions entre pays sahéliens, déjà évoquées dans les chapitres antérieurs de la narration, gagnent alors un poids inattendu. Elles ne portent plus seulement sur la récupération d'un convoi, mais sur la création d'un mécanisme régional, capable de soustraire les ressources stratégiques à toute pression extérieure. Le point charnière révèle ainsi un déplacement du centre de gravité, de la saisie d'un chargement à la possibilité d'une réorganisation financière continentale. C'est ici que la crise cesse d'être un événement et devient un projet. Dans le récit fourni, les conséquences de la saisie s'étendent bien au-delà du blocage d'un convoi. Elles se déploient en 4 cercles d'impact, chacun révélant une facette différente du basculement décrit par la narration. Premièrement, l'impact sur l'État se manifeste ainsi. Dans la logique du récit, l'État burkinabé se retrouve immédiatement confronté à un dilemme institutionnel. Les dettes anciennes, présentées Tranglistoire comme source de pression persistante, réapparaissent soudain au premier plan. Les conseillers évoqués dans la narration doivent réévaluer les marges budgétaires, craignant que la saisie serve de précédent pour d'autres immobilisations. Dans les réunions évoquées, l'entourage d'Ibrahim Traoré tente de comprendre si l'incident restera isolé ou s'il annonce un mode d'action récurrent. La conséquence majeure, dans le cadre narratif, est la perte de prévisibilité. Un État incapable de garantir l'intégrité de ses exportations devient plus vulnérable aux fluctuations extérieures. Le choc n'est donc pas seulement financier, mais institutionnel, car il remet en question la capacité de planification publique. Deuxièmement, l'impact sur les entreprises est décrit ainsi. Du côté économique, la narration décrit une atmosphère de prudence accrue. Les sociétés minières, locales comme partenaires régionaux, se demandent si leur future cargaison pourrait subir le même sort. La saisie agit comme un signal risqué. Si un chargement de grande valeur peut être immobilisé, qu'en serait-il des flux plus modestes mais plus fréquents? Cette incertitude, dans le récit, ralentit les décisions d'investissement. Les entreprises engagées dans le raffinage, le transport ou la logistique craignent des coûts additionnels, des assurances plus chères ou des reports de contrats. Même sans chiffres précis, l'histoire montre l'apparition d'un effet domino. Chaque acteur retarde une décision, créant un ralentissement diffus mais tangible. Troisièmement, l'impact sur les populations est central. La narration insiste sur ce point. La population ressent la crise avant même que les institutions ne prennent des mesures. Les mineurs décrits plus tôt, les enseignants, les étudiants, tous interprètent la saisie comme un prélèvement symbolique sur leur avenir. Les témoignages rapportés soulignent une inquiétude croissante quant aux budgets sociaux déjà fragiles. Les citoyens, Tranglistoire, n'expriment pas seulement une colère politique, ils perçoivent une menace directe sur la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire. L'effet concret est psychosocial. La confiance diminue, tandis que les attentes envers le gouvernement augmentent. La figure d'Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de ralliement et étrangle la narration, non pour ses actes, mais parce que son nom concentre les angoisses et les espoirs. Quatrièmement, l'impact régional occupe enfin une place majeure. La portée régionale constitue l'un des points centraux du récit. Le blocage d'un convoi burkinabé est interprété dans l'histoire comme un avertissement adressé à tout le Sahel. Les pays voisins, Mali, Niger, Guinée, se reconnaissent dans la vulnérabilité montrée. Cette convergence, décrite dans le texte source, alimente l'idée d'un front commun, notamment autour du concept de réserve aurifère africaine.
L'impact régional n'est donc pas une simple solidarité rhétorique. Il devient, trangue la narration, un cadre politique où s'imaginent des alliances inédites. Dans l'ensemble, le récit montre que la saisie ne génère pas un seul effet majeur, mais une constellation de tensions institutionnelles, économiques, sociales et géopolitiques. La crise devient ainsi multipolaire, dépassant largement son point d'origine. Dans le récit fourni, l'évolution potentielle de la crise s'organise en tri-trajectoires distinctes, toutes dépendantes des dynamiques déjà décrites. Pressions extérieures, mobilisation intérieure et recomposition régionale. Ces scénarios ne prétendent pas prédire, mais éclairer les directions possibles selon la logique interne de la narration. Un premier scénario, celui de base, correspond à une stabilisation par ajustement progressif. Dans cette version, les tensions racontées dans la narration se maintiennent, mais sans rupture majeure. Les discussions entre les acteurs sahéliens continuent, sans qu'un dispositif régional pleinement opérationnel n'apparaisse encore. Les relations avec les partenaires extérieurs restent marquées par la méfiance décrite dans le récit, mais aucun nouvel incident frontal n'est mentionné. Les entreprises minières, toujours prudentes, reprennent partiellement leurs activités, tandis que les services de l'État réévaluent leurs priorités budgétaires. Dans cette trajectoire, la crise demeure un signal d'alerte, mais le système décrit résiste par inertie. L'effet principal est une lente normalisation, sans véritable résolution. Un deuxième scénario, plus optimiste, met en avant une consolidation intérieure et une coopération sahélienne accrue. Dans cette lecture favorable, les dynamiques d'unité mentionnées dans le récit prennent de la force. Les échanges entre Burkina Faso, Mali, Niger et d'autres voisins débouchent sur des mécanismes de coordination plus structurés, même s'ils restent modestes. Les populations, mobilisées trangue l'histoire, continuent d'exercer une pression constructive, poussant vers plus de transparence et de diversification économique. La figure d'Ibrahim Traoré, dans la narration, reste un repère symbolique, catalysant un sentiment de souveraineté collective. Dans ce scénario, les tensions extérieures se poursuivent, mais la région renforce sa capacité d'adaptation. La crise devient un levier de réorganisation. Un troisième scénario, plus pessimiste, envisage des frictions externes accrues et des tensions socio-économiques. Dans cette trajectoire plus sombre, les pressions décrites tranguent le récit. Restrictions commerciales, blocages logistiques, révision de contrats s'intensifient. Les entreprises minières suspendent davantage leurs opérations, aggravant les inquiétudes sociales déjà mises en avant. Les populations, trangue la narration, expriment une fatigue croissante, tandis que les institutions doivent naviguer entre demandes internes fortes et contraintes extérieures sévères. Le climat régional pourrait se dégrader si les pays sahéliens ne parviennent pas à maintenir la cohérence évoquée dans le récit. Ici, la crise cesse d'être un symbole et devient un facteur d'instabilité durable. À travers ces trois scénarios, le récit fourni invite à considérer non pas un avenir figé, mais une question clé. Dans un système où les ressources peuvent devenir des leviers de pression, quelle architecture institutionnelle permettrait de réduire la vulnérabilité sans isoler les acteurs ? Dans le récit fourni, la crise autour de la saisie de l'or ne s'adresse pas seulement aux institutions ou aux acteurs politiques. Elle interpelle directement trois grandes catégories de lecteurs, chacune sensible à une dimension particulière de la narration. Premièrement, le lecteur préoccupé par la justice économique, groupe A, est particulièrement visé. Pour ce premier public, la narration met en lumière une tension profonde entre dettes anciennes et contrôle des ressources. Le récit montre comment des décisions prises loin du Sahel peuvent se traduire par un impact immédiat sur les budgets publics et les services essentiels. Ce groupe lit dans l'histoire une illustration des asymétries structurelles, et l'épisode du convoi devient symbole d'un déséquilibre déjà ancien. Ce qui touche ce lecteur, c'est la question implicite. Qui décide réellement de la valeur et de la destination des richesses naturelles ? Deuxièmement, le lecteur orienté vers les enjeux sociaux, groupe B, trouve également des points d'ancrage forts. Le récit insiste aussi sur le rôle des populations. Les mineurs, enseignants et étudiants évoqués tranguent la narration, incarnent des réalités concrètes. Revenus instables, budget limité, inquiétude face à la réduction potentielle des services publics. Pour ce lecteur-là, la saisie du convoi n'est pas un débat technique, mais une menace perçue sur la vie quotidienne. L'histoire montre comment un incident apparemment lointain traverse les frontières administratives pour atteindre les foyers et les marchés.
Troisièmement, le lecteur intéressé par les dynamiques régionales, groupe C, est interpellé par la dimension géopolitique. Ce dernier groupe lit la narration comme un révélateur géopolitique. La réaction des pays voisins, l'évocation d'une coopération sahélienne élargie et l'idée d'une réserve aurifère africaine offrent une perspective plus large. Ce lecteur voit dans le récit non pas un épisode isolé, mais un moment où les lignes régionales pourraient se redessiner. À travers ces trois angles, la narration rappelle que l'enjeu n'est pas seulement l'or, mais la manière dont un choc peut résonner différemment selon les attentes, les vulnérabilités et les horizons de chacun. Dans le récit fourni, l'idée d'une réponse structurée à la crise ne prend sens que si elle se décompose en étapes concrètes, chacune associée à un acteur, un timing et un indicateur mesurable. La narration laisse entrevoir plusieurs pistes qui, réorganisées, forment une feuille de route cohérente, trangue sa logique interne. Selon la dynamique du récit, la première étape consisterait à établir une chaîne de responsabilité claire entre les ministères concernés, finances, mines, commerce et relations extérieures. L'objectif dans la narration serait de réduire l'incertitude administrative. L'efficacité se mesurerait à la rapidité de publication de positions officielles capables de rassurer entreprises et populations. Toujours dans la logique du récit, la mise en place d'itinéraires protégés pour le transport du métal apparaît comme un geste immédiat. Cette mesure impliquerait forces de sécurité et agences douanières. L'indicateur serait la réduction des interruptions ou retards internes signalés trangue la narration. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré, en tant que point de coordination symbolique dans l'histoire, prend sa place narrative. La narration souligne aussi l'importance des discussions entre voisins sahéliens. Une étape structurante serait donc la définition de règles communes sur la circulation et la conservation des ressources stratégiques. Le succès se lierait dans la fréquence et la cohérence des communiqués conjoints. Cette dimension régionale fait écho au désir de cohésion décrit tout au long du récit. Le récit évoque enfin l'intérêt croissant pour de nouveaux partenaires. Formaliser ces ouvertures, approvisionnement, raffinage, débouchés commerciaux constituerait une étape mesurable par la signature d'accords techniques. L'objectif narratif serait de réduire la dépendance qui sert de toile de fond à la crise. À travers ces étapes, la feuille de route présentée dans la narration ne promet pas une solution rapide, mais une reconstruction progressive des marges d'action. Dans le récit fourni, l'émotion finale trouve naturellement son ancrage dans les voix qui avaient ouvert la brèche dès les premières pages. Le mineur qui, dans la narration, levait son outil comme preuve de dignité, et l'enseignante qui voyait dans la saisie la menace d'un budget encore plus serré. Ces deux figures, simples mais constantes, servent de motif de rappel au moment de refermer l'histoire. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît une dernière fois comme point de convergence symbolique. La narration ne l'idéalise pas. Elle montre plutôt comment son nom a circulé parmi les foules, les radios et les réunions ministérielles, non pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il incarnait dans le récit. L'espoir de reprendre la maîtrise d'un avenir fragilisé. La crise autour du convoi d'or, décrite tout au long du texte, devient alors plus qu'un incident. Elle se transforme en miroir où se reflètent les inquiétudes, les colères et les aspirations d'un pays. Et lorsque la narration évoque l'idée d'une réserve aurifère africaine, on comprend que ce n'est pas seulement un projet politique, mais un geste de continuité envers ses voix du début. La dignité ne se saisit pas, elle se défend. Dans le récit fourni, la dernière image qui demeure n'est pas celle d'un port lointain, mais celle d'une société rassemblée autour d'une question simple. Que veut-elle protéger réellement ? Les foules décrites tranguent la narration, mineurs, enseignants, étudiants, familles, n'apparaissent pas comme des spectateurs, mais comme la trame vivante d'une souveraineté en construction. Le symbole de l'or, trangue l'histoire, dépasse largement sa valeur marchande. Il devient un rappel des fragilités, mais aussi des forces collectives capables de se manifester lorsque les limites sont atteintes. La narration laisse entendre que l'avenir ne dépend pas seulement des décisions politiques, mais aussi de la manière dont chacun choisira de raconter et de transmettre cet épisode. C'est là que se loge l'appel final. Continuer à penser, à discuter, à confronter les visions sans renoncer à la nuance. Si le récit fourni vous a amené à réfléchir à la valeur de ce qui doit être préservé, quelle serait pour vous la prochaine étape essentielle ?